Salut tout le monde, merci d'être avec nous pour une nouvelle émission du PLB Club. C'est évidemment la dernière émission de la saison vu que les championnats se sont terminés ce week-end et les derniers verdicts sont tombés. Salut Serge. Salut Philippe. Salut Jean-François. Salut Philippe. Bon, il y a eu beaucoup d'émotions évidemment ce week-end lors des derniers matchs. Il y a eu des scènes de joie, des scènes de tristesse, il y a eu des larmes, il y a eu des adieux aussi. On va aborder tout ça dans un petit instant, mais avant cela, Coupe du Monde oblige, on ouvre un petit chapitre sur nos Belges et principalement évidemment sur nos Diables Rouges. Donc on va passer en revue les Diables Rouges poste par poste, défenseurs, milieu de terrain, attaquants, pour voir un petit peu le temps de jeu, avec en rouge aussi ceux qui posent un petit peu question. On va pas parler des gardiens parce que là on sait que c'est le roi Courtois. Par contre on va commencer par parler des défenseurs. Alors voilà les sélectionnés au niveau de notre défense. Le problème, évidemment, Jean-François, c'est de Bast. C'est devenu le joueur référence dans notre défense. Moi, je m'inquiète pour deux choses. D'abord, sur le fait qu'il est blessé actuellement. Et puis le fait aussi que quand on regarde son temps de jeu, on est à 38% de temps de jeu. Les temps de jeu qui sont en rouge sont en fait les temps de jeu qui sont inférieurs à 60%. 60%, ouais. Généralement, quand on est étudiant, c'est une satisfaction. Oui. Donc ce sont ceux qui sont en dessous de la satisfaction, en termes de temps de jeu, bien évidemment. Ouais. Et vous avez combien, vous, en termes d'étudiants ? Largement plus, Philippe. Évidemment. Bon, au niveau des milieux de terrain, on va voir aussi les milieux de terrain sélectionnés par Rudy Garcia pour cette Coupe du Monde. Voilà. De Bruyne, Onana, Tielemans. On a trois joueurs potentiellement titulaires qui sont quand même cette année sur des temps de jeu moyens, non ? Oui, alors la bonne nouvelle, c'est peut-être qu'ils vont arriver avec beaucoup de fraîcheur à la Coupe du Monde, mais c'est clair que c'est pas ceux qui ont le plus joué cette saison. Non, il faut voir s'ils ont joué en fin de saison ou bien voilà, ouais. C'est souvent ça qui est important. On en a, ils étaient tous les trois actifs en tout cas sur les derniers matchs de la saison. Oui, c'est vrai. Bon, les attaquants. Alors là, les attaquants, évidemment, le gros problème, on en a déjà parlé dans cette émission, c'est Lukaku, Romelu Lukaku. Il a joué 64 minutes. Cette saison. Je vais le relier quand même à la fois. Mais vous savez, on parle toujours d'une espèce de colonne vertébrale dans une équipe. Alors si de base c'était celui qui devait être le point central de notre défense, Lukaku est celui qui est censé être le point central de notre attaque. Il a déjà annoncé qu'il serait sans doute pas prêt pour le premier match de la Coupe du Monde, ce qui signifie quand même qu'on va devoir faire sans lui au départ. Il est en train de s'entraîner. C'est un petit peu la course poursuite pour arriver à être prêt avant le coup d'envoi de cette Coupe du Monde. Mais je trouve quand même, quand on voit ça, je sais pas, je suis pourtant quelqu'un de fondamentalement optimiste dans la vie, mais je me dis, on va quand même avec beaucoup d'armes qui sont assez peu aiguisées. Si pour Lukaku, ça nous rappelle un petit peu le Qatar aussi. Hein. Bon, j'ai lu, il a donné une interview récemment dans la presse, qu'il avait atteint un sprint de 35,5 km/h. Il a dit lui-même qu'il n'avait jamais atteint ça depuis des années. Oui. C'est vrai que c'est vite, mais bon... Il faut pouvoir répéter ces sprints. Il faut pouvoir répéter les sprints. 90 minutes. Voilà. De toute façon, la seule vérité avec Romelu, c'est sa forme athlétique. Hein. Le reste, à la fois en termes de personnalité, de mental, de qualité de finition, etc., il n'y a aucun danger. Mais en fait, je trouve quand même que quand on regarde, c'était finalement ça qui était intéressant dans l'exercice auquel on vient de se livrer maintenant, c'est faire un constat malgré tout, c'est de se dire que on n'est pas avec des temps de jeu comme ça et avec des difficultés comme ça actuellement, on n'est pas dans le top 6 mondial. On est un petit peu en dessous et on peut rêver. On peut rêver. Tout est possible. Mais après une saison comme ça, un peu en demi-teinte pour certains joueurs, on part à la Coupe du Monde avec pas mal d'interrogations quand même. Mieux vaut parfois partir à la Coupe du Monde avec des doutes et revenir quand même avec des satisfactions que l'inverse, comme ça a été aussi le cas parfois lors de certains tournois, notamment les derniers. Voilà pour ce petit chapitre concernant les Diables Rouges. On rappelle le premier match, c'est le 15 juin contre l'Égypte de Mo Salah. On va évidemment reparler aussi de Mo Salah dans cette émission. Voici notre chapitre anglais. En Angleterre, donc tous les matchs de cette dernière journée se sont joués dimanche à 17h. On va voir quels ont été les derniers verdicts, évidemment, dans un petit instant. Mais avant cela, évidemment, honneur aux champions, honneur à Arsenal, honneur aux supporters d'Arsenal aussi, qui attendaient ce titre depuis 22 ans. Et avec nous aujourd'hui, l'un de ces supporters. Salut Julien. Salut à tous. Bon, bienvenue dans l'émission. Tout d'abord, félicitations, parce que même on félicite même les supporters dans cette émission. Question que je pose traditionnellement aux amis supporters qui interviennent dans l'émission. Pourquoi supporter d'Arsenal et depuis quand ?
On me l'a beaucoup posé cette question depuis que je suis né. Moi, je réponds souvent, et c'est limite vrai, que j'ai commencé à aimer Arsenal avant de savoir marcher. Mais plus sérieusement, voilà, moi, j'ai toujours été un très grand fan d'Arsène Wenger. Quelqu'un comme Dennis Bergkamp, on en parle peut-être un peu moins que Thierry Henry, Robert Pires et compagnie dans le monde francophone, mais c'est vraiment un joueur qui m'a marqué et que j'ai aussi aimé beaucoup observé dans la période postérieure, donc après sa carrière, parce que j'étais quand même fort jeune quand tout ça a commencé. Et voilà, les Invincibles de 2004 m'ont marqué, même si c'est pas un beau souvenir, la finale de 2006 contre Barcelone, que j'aimerais oublier. Et après, évidemment, l'amour ne s'est jamais arrêté, quoi. Quand c'est l'amour, hein. Est-ce que tu es dans les bons comme dans les mauvais moments. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Tu es toujours un petit peu sur ton nuage ou malgré tout tu es un peu redescendu par rapport à ce que tu as vécu cette saison-ci? Non, honnêtement, là, j'ai été pas en direct. Mardi soir, quand ça a été officiel, j'ai eu du mal. La pièce a eu du mal à tomber. Et là, c'est vraiment que depuis que j'ai vu mon équipe de cœur soulever le trophée de Première Ligue, là, je me suis dit, enfin, c'était vraiment incroyable. Et avant de savourer le moment présent et de penser au futur avec beaucoup d'optimisme, j'ai aussi revu tous les moments passés qui étaient beaucoup plus compliqués. Parce que voilà, il faut se rappeler que ça fait 22 ans qu'on n'a pas le titre. Il y a eu beaucoup de moments compliqués depuis ce dernier titre, énormément de choses qui se sont passées. Et voilà, là, on se dit, enfin, c'est l'apogée. On est tous d'accord pour dire que un des acteurs majeurs de ce projet, c'est Mikel Arteta. Ça a pris un petit peu de temps, mais quand on voit le résultat final, voilà, on ne peut que saluer le travail de Tom et de son staff. Le chemin était long, mais pouvoir récolter les fruits, c'est vraiment énorme. Et quand on voit les réactions depuis l'officialisation du titre, on devine que c'est vraiment un événement majeur. Très marquant. Majeur. On a bien compris, Julien, merci. On va revenir vers toi dans un instant. On va parler d'Arsenal, évidemment, mais on va aussi plus largement regarder les qualifiés, tout simplement, anglais pour la Ligue des Champions, parce que ça, c'était quand même essentiel. Ça a été quand même une lutte incroyable. Oui, ça a été une lutte incroyable. Enfin, c'est-à-dire que ça a été, pour certains, en tout cas, un doute permanent, j'ai envie de dire, dans cette saison. Arsenal, Man City, personne n'en a vraiment douté depuis le début de la saison. C'était écrit qu'ils allaient lutter pour le titre, ces deux-là. Oui, Liverpool aussi était. Mais j'allais dire Liverpool, des candidats au oui. titre. L'essentiel est fait, c'est la 5e place et qualification pour la Ligue des Champions. Ça reste un échec. Ça reste un échec. 500 millions d'euros quand même dépensés pour des joueurs, ça n'a pas tout à fait fonctionné. Aston Villa, franchement, chapeau. Saison incroyable, parce qu'on parle de ceux qui sont qualifiés, il faut parler aussi de ceux qui n'ont pas réussi à se qualifier. On va y venir, hein, bien sûr. Il y a quand même quelques gros clients. Quelques gros clients et quelques grosses déceptions. On va reprendre les choses dans l'ordre. Donc, pas vraiment de surprise, en tout cas par rapport aux équipes qui sont qualifiées, même s'il y a effectivement eu des déçus, on l'a dit. Ce titre d'Arsenal, champion, donc Arsenal champion depuis une bonne semaine, depuis le partage de City à Bournemouth, ça a été la fête donc pendant plusieurs jours et plusieurs nuits, je pense, du côté de Londres. On va écouter un petit morceau d'Arteta, un petit morceau d'interview d'Arteta que vous avez peut-être d'ailleurs entendu, mais c'est quand même très sympa. Arteta qui devait vivre donc le match entre Manchester City et Bournemouth avec les joueurs, et puis qui s'est dit non, je ne suis pas capable du tout de regarder cette rencontre. Écoutez. And I went home, I went outside to the garden, I started to build some fire, and I started to do some barbecue. I didn't watch any of it. I was just hearing some noises in the background, in the living room, and suddenly the magic happened. My oldest son opened the garden door. He started to run towards me. He started to cry. He gave me a hug and said, "We are champions, Daddy." And then my other two boys and my wife came over, and it was beautiful. Just to see that joy on them as well, that they are always with me. It was magical. And I think a minute later, Martin was with the video. Where are you? I said, come over. He said, yeah, guys, enjoy it for a while and see you in a few hours somewhere in London. And it was beautiful. Quelle émotion et quel soulagement aussi pour Mikel Arteta après
3 deuxième places quand même, hein, c'était un peu compliqué. Et quel stress aussi. Julien, en 2 mots, assez rapidement, qu'est-ce que tu penses du travail d'Arteta? Parce qu'en fait, il a été critiqué aussi pendant, à plusieurs reprises depuis son arrivée. Oui, les premières années n'ont pas été faciles. Il y a quand même une cup la première année, mais je suis assez d'accord pour dire que les 2-3 premières saisons étaient un peu compliquées. Maintenant, il fallait faire table rase du passé. Je vais essayer de pas être trop long là-dessus. Mais il fallait vraiment tout recommencer à zéro. Là, on enchaîne 3 années de suite où tu fais 2e place. Ça résonne. Et là, on se disait, il ne manquait plus pour symboliser ce renouveau que le titre. Et voilà, cette année, on peut dire qu'on a vu un Arsenal un peu moins clinquant. Mais moi, j'ai l'impression que Arteta a essayé du beau jeu pendant 3 années. Et là, en cette 4e année, il s'est dit, moi, je m'en fous si on devient un petit peu plus pragmatique. Si ça nous ramène le trophée tant attendu qui nous fuit depuis 22 ans, on prend. Et je pense que nous, supporters, on a tous adhéré à ce message parce que ça fait trop longtemps que ce club n'était pas champion. Bah oui, on attendait ça. Vous attendez ça depuis tellement longtemps. Arsenal s'est donc déplacé à Crystal Palace, Serge, en tant que champion. Hein. Arsenal, s'est imposé 1-2. Tu étais sur place, tu as dit sur Play Sport. Bon, ça c'est un match entre 2 équipes de plage. Est-ce que j'ai bien entendu? Oui, ça, c'était le contexte. Oui, j'ai compris. Parce que les 2 équipes allaient quand même disputer une finale européenne quelques jours après. Mais finalement, Arsenal était très sérieux, a gagné le match avec beaucoup évidemment de joueurs qui n'étaient pas habituellement titulaires, mais c'est la fête d'après évidemment qui a été magnifique. On sent vraiment cette joie, ce soulagement d'avoir enfin été chercher le titre. En tout cas, c'est quand même une bonne leçon pour nous aussi, parce que dorénavant, un manager qui dit trust the process, va falloir le croire, parce on s'est souvent moqué d'un manager qui dit trust the process. Ouais. Là, le process a quand même abouti à quelque chose, parce que pendant ces 6 ans, et franchement, la direction aussi a été patiente. C'est vraiment le mot patience qui compte. Oui. Hein. Il y a eu des moments très compliqués, il y a eu énormément de doutes, et pourtant, il a été là, et cette saison, il a réussi à aller chercher un titre. Ouais, c'est pour ça que je suis à moitié d'accord avec ce que Julien disait il y a un instant. Moi, je trouve qu'il a fait le poète pendant les premières années. Il est arrivé de Man City, il a fait beau jeu, etc. Et puis très vite, je trouve qu'il y a eu un changement de cap. Et sur les 3 dernières saisons où il termine 2e, il y avait déjà cette construction qui aujourd'hui est extrêmement solide, c'est cet aspect défensif. Ça fait un moment déjà qu'on observe le fait qu'il a quitté ce football un peu plus dominant pour aller vers un football beaucoup plus, beaucoup plus structuré. Et je disais déjà l'année passée dans plusieurs émissions, et on peut vérifier, hein, comme ça, voilà, mais je disais déjà dans plusieurs émissions que pour moi c'était la meilleure équipe sur transition défensive. Et je trouve que dans ce travail-là, en tout cas, il y a eu vraiment, je pense, il a un petit peu laissé de côté, je dirais, ce côté un peu poète, du beau jeu, etc., pour en arriver à quelque chose de beaucoup plus efficace. Il ne faut pas oublier que c'est son premier job de manager. Oui. Il était joueur à Arsenal, puis il a été assistant à City, et là, il a découvert aussi le métier avec Arsenal. Par contre, là où je rejoins Serge, c'est que ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que dans les clubs, et dans le club en particulier, ils ont continué à lui faire confiance. Et là, je trouve qu'il y avait une certaine logique aussi dans le travail et dans ce qui était fait, dans la qualité de noyau, dans ce qui a été avancé, etc. Donc voilà, cette année-ci, c'est un titre qui est totalement mérité, même si à titre personnel, je trouverais toujours dommage, pas pour Arsenal, pas pour les autres équipes, mais qui est des choses discutables, notamment en termes d'arbitrage, notamment avec les fautes, avec les phases arrêtées, avec ci, avec ça, machin, qui moi m'ont gêné, perturbé tout au long de l'année. Ça n'enlève rien à la qualité du titre d'Arsenal cette saison, mais c'est quand même venu interférer en permanence, je dirais, l'actualité de semaine en semaine. Arsenal n'est pas un champion au rabais, 85 points, c'est 1 point de plus que Liverpool la saison dernière. Et tout le monde a dit que c'était fantastique. Oui, après il y a le Liverpool. parcours en Ligue des Champions aussi et tout ça, donc il faut voir la saison aussi dans cette globalité. C'est 62 matchs cette saison, 45 victoires, 7 défaites, 10 partages, 128 buts marqués. Et c'est que 49 buts encaissés. Enfin, c'est une saison exceptionnelle qui peut encore être meilleure avec la finale de samedi. Avec la finale de la Ligue des Champions, on verra ça. Bon, c'était la fête, tu étais là, donc tu peux le confirmer du côté de Sellers Park et tout le monde du côté d'Arsenal avait, je vais dire, des étoiles plein les yeux, du côté des joueurs aussi, notamment Declan Rice et Bukayo Saka. Alors, Saka, on rappelle que tout jeune, il était déjà supporter d'Arsenal quand il avait 4-5 ans. On les écoute tous les deux. I don't know how to describe it, you know, it's like when you're that age,
you look at the players in the first team as like heroes, like untouchable. You know, you don't actually believe you can get there. But now I'm here. I'm just like. I don't know what to say. I'm over the moon, man. This is everything to me and my family. We've worked years for this, so I'm just so happy. We just need to have now enjoy today, but tomorrow it's full focus on PSG because we've got a massive opportunity there, and we want that. You know, we want the double. We want to push for that. So and then of course England. So there's a lot coming up, but I'm sure it'll all be worth it. Les Anglais champions du monde, ça on verra dans quelques semaines. Maintenant, la Ligue des Champions, il va quand même falloir aller la chercher contre le PSG. Julien, vous allez les manger aussi, les joueurs du PSG? Tu es optimiste? Eh bien, honnêtement, je vous disais tantôt que j'avais du mal à réaliser et à savourer totalement le titre de champion parce qu'on a cette fameuse finale à Budapest. Moi, je pense sincèrement que, individuellement parlant, du côté parisien, c'est plus fort. Ils ont aussi un statut de favori, surtout après leur victoire de la saison passée. Mais quand je revois la demi-finale de l'an dernier, je me dis qu'il n'y avait pas un si gros écart entre les deux équipes. Et ça reste une finale de Ligue des Champions. Et voilà, je pense que côté Arsenal, ils ne vont pas arriver en victime consentante, bien au contraire. Et qu'ils vont tout faire pour ramener ce premier sacre à la maison. Et enfin chasser ces vieux démons de 2006. Serge, je pense que tu es d'accord avec Julien. Je pense qu'ils sont outsiders et que c'est la meilleure chose qui peut leur arriver. Le plus dur est fait, le titre est plus important même que la finale de Ligue Champions. Il fallait d'abord gagner ce titre. Un titre qu'ils ont gagné en plus, c'est quoi, 10-12 jours avant. Donc ils ont eu le temps de le digérer, de se relâcher, de se reconcentrer maintenant toute la semaine. Alors c'est vrai qu'individuellement, le PSG est peut-être meilleur, mais je pense que collectivement, Arsenal est supérieur. Offensivement. Ouais, et défensivement, je pense que la clé, c'est la défense d'Arsenal. C'est quand même la meilleure défense d'Europe. Et ça, c'est quand même incroyable. Ils n'ont pas pris un penalty. Ils n'ont pas. Ah oui, c'est vrai. Et pas une carte rouge de toute la saison. Ce qui change par rapport aux saisons précédentes. Exactement. Donc, quand j'entends dire que l'arbitrage a favorisé parfois Arsenal cette saison, je me dis, si l'arbitrage a été jusqu'à ne pas donner de carte rouge et de penalty contre Arsenal, ça doit vraiment être une conspiration. Bien, ok. Le débat, je pense qu'il continuera encore durant l'été. Pour en revenir à Rice, on se souvient de ce qu'il avait dit après la défaite. Non, parce que juste, Havertz ne doit pas être exclu contre. Non. Juste pour savoir, il faut qu'on se mette d'accord. Ouais, mais là, je suis d'accord avec Jean-François. Non, mais quand on se met d'accord, parce qu'à un moment donné... alors, on reprend toute la saison. On ne va pas discuter toute la saison, mais... Voilà, j'ai pas de chiffres, mais je suis sûr que ça s'équilibre sur toute une saison pour à peu près tous les clubs. Ok. Ouais. Voilà. Débat terminé. Pour l'instant, en tout cas, pour en revenir à Rice, donc on se souvient qu'il avait été le premier à dire sur la pelouse de City, c'est pas fini, c'est pas fini. Donc regardez cette petite vidéo, les supporters n'ont pas oublié ça. Donc, écoutez les supporters, ceux qu'ils ont chanté à Rice à Sellers Park ce week-end. He said, it's not done. Alors, c'est peut-être lui qui a été le premier à sonner la révolte, en fait. Oui, mais pour en avoir parlé avec quelques joueurs d'Arsenal dans les interviews, la clé du championnat, c'est cette défaite à Manchester City. C'est quand même assez étonnant, ça. Où finalement, la pression a disparu parce que de chasser, ils sont devenus chasseurs. Tout le monde a dit, c'est comme d'habitude, City va les dépasser, va gagner les derniers matchs, va être champion. Et c'est là, finalement, qu'ils ont pu se reconcentrer, se dire, là, on n'a plus rien à perdre. Et ils ont gagné tous les matchs derrière. Mais je trouve sympa la réaction des supporters comme ça. Et pour lui, ça doit quand même être quelque chose. Chaque joueur a eu son chant pendant... Oui, mais ça fait longtemps qu'on suit le football anglais, etc. Je trouve, je ne sais pas si Serge est de mon avis, mais je trouve que cette année-ci, on a senti au niveau des supporters, et notamment des supporters d'Arsenal, on a senti, je trouve, qu'il y avait un peu plus d'atmosphère dans les stades, qu'il y avait un peu plus d'ambiance, qu'il y avait un peu plus de... Je sais pas, on a retrouvé une chaleur qui, moi, m'a parfois manqué dans le passé. Et je rappelle quand même qu'au début de la saison, Arteta avait demandé à son public... Oui, il l'avait demandé. Il était un peu déçu des premiers matchs. Voilà, il voulait qu'à domicile, il y ait plus d'atmosphère, plus d'ambiance, etc. Et je trouve qu'il a été aussi pour ça écouté.
Ça va avec... Oui, oui. puis c'est quand même lui qui a aussi imposé, enfin qui a choisi le North London Forever. Enfin, c'est lui qui a proposé d'avoir un hymne. Et je pense que ça donne vraiment une synergie à ce stade et ça apporte quelque chose en plus. Ça fait 20 ans qu'ils sont à l'Emirates. Ça a été un peu compliqué au début. mais Déjà là, 20 ans. Ça fait déjà 20 ans. Highbury, c'était il y a 20 ans déjà. C'était il y a 20 ans. Oh là 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 20 ans. là 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 là. Bon, ok, si tu le dis. Ah bah, Julien, est-ce que tu y croyais, toi, encore, après la défaite à City ou alors est-ce que tu t'es dit, oh, là, c'est foutu? Sincèrement, j'ai eu très peur, mais honnêtement, j'y croyais encore. Et avec recul, c'est facile de le dire maintenant, mais j'ai vraiment l'impression, moi aussi, que ce revers à Man City en Première Ligue, mais aussi la défaite quelques semaines plus tôt en finale de Carabao Cup, finalement, ça a été un mal pour un bien. C'est possible, effectivement. Et donc, les voilà champions pour la première fois depuis 2004. Les Gunners, on quitte le titre d'Arsenal parce qu'il n'y a pas eu que ça quand même ce week-end. Il y a eu d'autres choses, d'autres grands moments et notamment des grands moments d'émotion. Pas pour les mêmes raisons, évidemment. Ça se passait à Manchester City. City a battu Aston Villa 1-2. Bon, ça c'est presque anecdotique. Les adieux de Pep Guardiola qui a donc annoncé son départ la semaine passée. Tout d'abord, rapidement, est-ce que ça vous a surpris? non. Ça fait Qu'il s'en plusieurs aille. saisons, Ouais. saisons qu'on non. en parle. Non, je pense pas. 10 Et puis ans. à un moment donné, je pense qu'il y a à ce niveau-là de compétition, il y a une certaine forme d'usure aussi. Lassitude, quand même. Il faut s'imaginer ce que c'est. Hein. C'est pas. Je veux dire, quand on voit ça de Oui, l'extérieur, oui, on a oui, l'impression oui. qu'ils ont une vie extraordinaire. Non. Mais c'est des responsabilités. C'est 60 personnes ou minimum 60 personnes sous vos responsabilités. Et 24 heures sur 24. Et 24 heures sur 24. 7 jours sur 7, Exactement. presque. Hein. Donc c'est. Par contre, ce qui est symbolique, c'est qu'il part l'année où l'un de ses élèves, on va le dire comme ça, Arteta est champion. Exact. Je trouve ça très symbolique. C'est vrai. C'est vrai, c'est symbolique. Le passage de témoin. Passage de même si, témoin, évidemment, c'est un club c'est rival. pas le même club. Bon, Pep, évidemment, il a été fêté comme il se doit à l'Etihad et bien sûr, il a pris le micro aussi. I never could imagine the amount of love. Have been an incredible, tremendous honor to be your manager, to be here during 10 years. Like the video is so long and the reason why, that the amount of trophies and incredible emotions. Let me make a little break. Yesterday my dad is here in the stands, turned 95 years old. Woo! In many, many years, you know, this stand that looks really, really beautiful. The name of my family will be there for many, many years, and that is the huge honor I could receive for this club. And the players doesn't know it, that I will be there controlling them. If the next years you all around the world and you find me in the streets here in Europe, in the States and wherever, if you are a Man City fan, come to me and hug me. I will need it. Grand moment aussi, évidemment, cette séquence, 20 trophées pour City avec Guardiola, 593 matchs sur le banc de City. Il a battu le record précédent, qui était détenu par Les McDowell, entraîneur de City dans les années 50 et 60. Bon, qui peut le remplacer? Maresca? C'est Bon, fait. Ce sera Maresca. Ah, c'est fait. Oui, c'est C'est Maresca. fait. C'est fait. Bah, c'est officiel? Je pense. il me Non, semble non, que j'ai- on en parle. mais c'est mais fait ou ça c'est n'a pas fait? encore été annoncé officiellement, mais Moi, je l'ai vu, mais après, Jean-François non, le non, sait. mais après, non, mais peut-être que Oui, j'ai que j'ai après, pris, vous savez, moi, en anglais, entre sera ou serait ou voilà. Donc c'est comme non. l'arbitrage en faveur d'Arsenal, hein, c'est plus ou moins. Ok. Non, mais ce sera lui, normalement. Ce sera vraisemblablement lui. Ouais, non. Pep, Je pense. son avenir, bon, il dit qu'il ne sait pas. Il ne prendrait pas une équipe nationale? Mais non, il va. Enfin, ou Pep. alors, je ne sais pas ce que j'ai lu comme journal, mais Non, il va j'ai travailler pour le lu. City Group. Il va travailler pour le City Group. Oui, ok, d'accord. On le verra Mais peut-être à s'il Lommel, doit par retrouver- exemple. Je veux dire, si à un moment donné, il doit retrouver un terrain. C'est ça que je veux Oui. dire. Bon, Tu sais qu'il va c'est rester ce au qui club, lui en reste principe, au encore, départ. c'est ce qui lui reste à faire, c'est peut-être prendre une équipe nationale. Non, oui. mais il reviendra un peu, mais il va d'abord un peu se ressourcer, je suppose, etc. Ouais. Mais de toute façon, enfin, moi, je trouve ici, ce qui est sympa, après, on n'aime pas les entraîneurs, mais je trouve qu'au travers de son discours à lui, au travers aussi d'Arteta, je refais une petite parenthèse, vous savez combien de fois j'ai, dans cette émission même, trouvé que ses interviews étaient plutôt froides, etc. Et je l'ai trouvé plutôt chaleureux cette année-ci par rapport à d'autres années. Donc oui, aujourd'hui, le management
management à ce niveau-là, c'est de l'amour et de la chaleur vis-à-vis de ses joueurs aussi, avec de l'exigence bien évidemment. Mais je trouve que le personnage symbolise tellement bien, lors de ses adieux, symbolise tellement bien ça, et puis rien que par la petite pensée qu'il a pour son père quand on les tribunes. Vous imaginez le père, ce qu'il a dû vivre comme quand il a suivi toute la carrière de son fiston tout au long, c'est fabuleux quand même. Fabuleux, effectivement. Julien, bon, même si c'est ou c'était l'entraîneur rival, j'imagine que tu as un énorme respect pour Pep Guardiola, ne fût-ce que parce que c'est lui qui a un petit peu mis le pied à l'étrier à Arteta. Ben, oui, il faut reconnaître, même si j'ai toujours voulu relativiser cette affirmation, mais il faut reconnaître que Guardiola a peut-être permis à Arteta d'initier sa carrière d'entraîneur parce que c'est lui, dans la fin de sa carrière de joueur, qui a insisté pour qu'il le rejoigne à City. Mais pour en revenir à Guardiola, moi je me souviens quand il arrivait en Angleterre, la première année est très difficile. Qu'est-ce qu'on n'a pas entendu, quoi. Il y en a beaucoup qui disaient « Ouais, le football anglais n'est pas fait pour cet homme ». Quand on fait le bilan quasiment 10 ans plus tard, il faut juste dire respect. C'est quelqu'un qui n'est pas le plus grand fan de Guardiola qui dit ça. C'est quelqu'un qui a beaucoup battu mon club de cœur. Et même si cette saison, je suis très content qu'on l'ait vaincu, il faut bien reconnaître qu'il n'a pas laissé grand-chose aux autres, quoi. Et je pense que l'héritage qu'il va laisser, on va s'en souvenir. J'ai beaucoup parlé d'Arsène Wenger qui avait innové le foot anglais quand il est venu. Que dire de Guardiola? Et il faut reconnaître qu'avec Guardiola aussi, tu as une ribambelle de trophées. Donc voilà, je pense qu'on dit au revoir à l'un des meilleurs à l'un des meilleurs entraîneurs de l'histoire de la Première Ligue. On est d'accord là-dessus. Bon, on a parlé de Guardiola. Dimanche dernier, il y a un autre monument aussi qui a fait ses adieux, il ne faut pas l'oublier, c'est Bernardo Silva, donc, qui est arrivé à Manchester City 1 an après Guardiola. Il y a quelques jours, il a donné une interview à la chaîne télé de Manchester City. Écoutez ce qu'il dit de Pep. Pep for me was always an inspiration because when he was training Barcelona, that team with the small guys, with Xavi, Iniesta, Messi, Pedro, I was at the time in Benfica in my academy years where I didn't play because they thought that I wasn't big enough, that I wasn't strong enough, and me looking at that team and thinking, these guys, they're also not big, they're also not strong. If they can do it, maybe one day I can do it. So Pep's team was always an inspiration for me. This is probably a tough question, but who do you feel is the best player you've played with? You're putting me in the spot, huh? Because it's not easy. And I think Kevin is probably the biggest player this club has seen. Un beau petit hommage à Kevin aussi, et quel hommage aussi à Guardiola. Je trouve c'est ce qu'il dit dans son interview, parce que ça n'a pas donné le signal qu'à lui. Ça a donné le signal à énormément, et même à l'évolution du football pour les prochaines années. C'est justement, oui, il y a une place pour ces joueurs qui sont peut-être moins forts sur le plan athlétique et qui paraissent moins forts, parce que athlétiquement, il est hyper costaud. Forcément, oui, pour courir comme ça. Voilà, en termes de rendement, de course, etc. Mais il faut bien recomprendre ce qu'il dit. Il se mettait dans sa tête à un moment donné et il voyait ça comme un exemple en disant, lui, si un jour je tombe sur lui, oui, en effet, il va sans doute me faire progresser. Il était très ému aussi pour ses adieux. C'est normal. Toute équipe a besoin, ou rêve, d'un gars pareil. Oui, et puis quelle longévité. Jamais blessé. Voilà, je crois qu'il a raté 6 matchs de Première Ligue sur toutes les saisons. Voilà, c'est un des grands joueurs de l'histoire de City, avec De Bruyne, des joueurs qui sont restés 9-10 ans, c'est assez incroyable. C'est incroyable. Le lieutenant, on peut dire presque, sur les années de... Ça prouve aussi à quel point, en plus des titres, ce que Guardiola a apporté au football anglais, la Première Ligue. On se rappelle quand même d'une des premières décisions, c'était de se débarrasser de Joe Hart, qui était quand même le gardien. Il a dit que c'était peut-être la décision la plus difficile à prendre. Parce qu'il avait besoin d'un gardien capable de jouer au pied, donc rien que ça. Et maintenant, tout le monde le fait. Tout le monde veut un gardien qui sait jouer au pied, donc il a apporté des choses incroyables à cette équipe de City et au football anglais en général. Dimanche, c'était vraiment la soirée plutôt, la journée des adieux. John Stones aussi, on l'écoute. I can't express the gratitude that I feel the love that you've all given me over these 10 years. It's been a dream come true, and
from the bottom of my heart and my family's hearts, thank you so much. « 10 ans aussi pour John Stones à City. Impressionnant évidemment dans un autre registre. Oui. C'est terrible parce qu'ils ont un peu plus de 30 ans et le plus gros de leur carrière professionnelle est derrière eux. Ouais. Ils doivent se réinventer et quelque chose comme ça. Enfin, lui, il va aller à la Coupe du Monde et je lui souhaite plein de belles choses, mais voilà. Et c'est le deuxième exemple, comme quoi c'est la longévité avec Pep Guardiola. C'est pas que il y a eu Vincent Kompany pour nous, il y a eu Kevin De Bruyne, il y a eu Silva dont on va te parler Fernandinho. maintenant. Il y a Fernandinho, il y a David Silva, il y en a eu. Oui, tous non. Donc ça aussi, c'est-à-dire c'est bien de le souligner, quoi. C'était pas que des gars de passage, quoi. Il y a eu un truc qui s'est construit là. Donc. Un mot quand même, c'est 2 milliards de transferts aussi. Alors, il a révolutionné le foot anglais. On lui a donné les moyens de le faire aussi. Oui, mais Chelsea a dépensé plus sur la même période. Par exemple. Ça n'enlève rien au et c'est travail 125 condamnations dont on ne sait toujours pas ce qui va. C'est vrai. Non, 115. Encore une fois, il faut être précis. C'est toujours plus ou moins avec Jean-François. C'est 115. Vous connaissez Jean-François plus ou moins. Bon, Stones, un dernier mot sur Stones. Il va à la Coupe du Monde. Il n'a quasiment pas joué. Maguire n'y va pas. Ouais. Mais c'est difficile, je trouve, de discuter les choix d'un sélectionneur. Ouais. Il choisit peut-être pas toujours les meilleurs joueurs, il veut choisir la meilleure équipe. Donc et le meilleur groupe. Il n'y a que les résultats finalement qui vont parler. Puisqu'on parle de Maguire, qui ne va pas à la Coupe du Monde, on arrive à parler évidemment de Manchester United maintenant, qui termine 3e. Bravo quand même à Michael Carrick, exceptionnel quand même ce qu'il a fait depuis qu'il est revenu à Old Trafford. Regardez son bilan depuis le 17 janvier. Ben, c'est tout simplement le meilleur bilan de la Première Ligue depuis qu'il est arrivé. Là, on est d'accord, c'est confirmé qu'il reste. On est d'accord. Oui, c'est confirmé. Il a prolongé, vous inquiétez pas. Ça, c'est officiel. Juste. Un bon point pour Jean-François. Non, oui, enfin, il prolonge parce que quand même, à un moment donné, on a quand même vite compris que les choses. Je pense que pour une fois, là, United a trouvé de la stabilité. Après la deuxième saison, ça va être celle de la confirmation ou pas, mais il est revenu à des choses simple, fondamental, essentiel. Là où Amorim voulait absolument jouer avec 3 défenseurs, il a remis les choses en place, il a redonné confiance aux joueurs. Et Jean-François le disait, un manager aujourd'hui, c'est presque plus un people manager qu'autre chose, en mettant évidemment les bases tactiques et en mettant le jeu au centre des préoccupations. Mais ça, il a réussi à le faire. Et c'est un homme de la maison, donc il connaît parfaitement le club et il a vraiment redonné confiance à tout le monde. Qu'est-ce que Ruben Amorim doit penser de tout ça? Parce que tout ce qui s'est passé là maintenant, ça souligne quand même ses erreurs et son côté têtu. Ça souligne qu'il s'est planté. Et moi, je retiens juste une interview, je ne sais pas si vous en souvenez vous, mais de Martinez quand il dit à un moment donné, moi je le suivrai partout, Carrick, parce qu'il me fait confiance et parce que je sens cette relation qu'on a tous les deux et donc j'y crois à fond, j'y vais. Et en fait, c'est ça le secret aujourd'hui avec les joueurs. Bien sûr. C'est la relation, le relationnel aussi entre les joueurs et l'entraîneur. Toujours concernant United, Bruno Fernandes, rapidement, élu joueur de l'année en Première Ligue. Vous êtes d'accord avec ça? Et les records des assists. Record d'assists, 21 assists. Alors, meilleur donneur d'assists, je suis d'accord. Meilleur joueur, non. Ah, qui alors? Bon, j'aurais préféré, sincèrement, Declan Rice. Je trouve qu'il était beaucoup plus important pour son équipe, mais ça, c'est un avis. Oui, tout ça est subjectif. C'est subjectif. Bon, il a battu le record de Bruyne et Thierry Henry. Nombre d'assists sur une saison, c'était 20. Maintenant, avec lui, c'est 21. Julien, déçu aussi? Ou tu comprends le choix de Fernandez, joueur de la saison? J'imagine que tu aurais préféré aussi, sans doute, Rice. Tout comme Jean-François, évidemment, Declan Rice. Maintenant, même si Bruno Fernandes, ça n'a jamais été mon joueur préféré, je reconnais que cette année, il fait vraiment une très très belle année. Et j'ai l'impression, j'ai pas tout vu les matchs de United, mais que le fait de jouer un peu plus dans un rôle de numéro 10 avec Carrick l'a beaucoup aidé. Et voilà, rien à dire. Je ne suis pas révolté par son titre, mais je suis déçu. D'accord. Ok. Un mot sur Aston Villa aussi. Évidemment, on a vu qu'ils étaient classés pour la Ligue des Champions. Super saison quand même, même s'il y a un gros coup de mou à un moment donné. Et surtout au début de la saison, qui a été très compliqué. Oui, et puis tous les mois jusqu'à la Noël, et ça c'était exceptionnel. Et puis à nouveau un coup de mou. Oui, il y a eu des hauts et des bas, mais finalement il termine à une 4e place, c'est incroyable. Et il gagne l'Europa League. On va revoir les images évidemment de ce qui s'est passé lors de la finale. Cette finale face à Fribourg, avec un magnifique but évidemment de Tielemans, ça nous a fait plaisir.
Onana aussi a participé à cette rencontre, donc il y a beaucoup de choses positives de cette rencontre-là, mais c'est vrai que la saison d'Aston Villa, bravo quand même. Hein. C'est un club pour lequel on garde un petit coup de cœur, parce qu'il y a aussi Onana et Tielemans qui sont au cœur de cette équipe et qu'on leur souhaite évidemment tout le meilleur à tous les deux. Moi j'aime les voir comme ça, j'aime les voir prester. J'ai un petit regret sur la saison d'Onana en me disant qu'il y a eu quand même beaucoup de blessures tout au long de cette saison et que j'aurais aimé le voir jouer encore plus. Et j'aime le duo quand il est ensemble. Donc moi, oui, j'ai aimé cette... Et je trouve encore une fois que si on revient sur l'entraîneur et certaines de ses sorties médiatiques où je le trouve tellement passionné, tellement... Enfin, il est accrocheur, ce gars. Il a un truc... je comprends d'ailleurs que sur des one-shots comme ça, des finales, il puisse accrocher ses joueurs parce qu'il a une telle façon de s'exprimer que il nous attrape, quoi. 5e victoire en Europa League, hein, quand même, pour Unai Emery. Sur 6 finales. Pardon ? Sur 6 finales, c'est exceptionnel. 2e trophée européen pour Aston Villa depuis la Coupe des Coupes. C'était en 82. À l'époque, ils avaient... Des champions. Coupe des champions, tout à fait. C'était face au Bayern. Et en demi-finale, ils avaient sorti Anderlecht. Et je ne sais pas pourquoi, une anecdote comme ça, mais que j'ai jamais eu un fanion dans ma chambre de personne, de rien du tout, sauf de Villa. Je ne sais pas pourquoi. Ah bon, non, mais c'est un grand club, c'est un grand club anglais. Et là, Emery a remis Aston Villa, qui avait déjà fait une Ligue des Champions en plus. Hein, c'est pas la première qualification pour la Ligue des Champions. Donc il a vraiment remis Aston Villa, qui était quand même en Championship il y a 6-7 ans encore. Hein. Ils ont eu un peu de mal à se maintenir au début, mais... On peut dire qu'Emery a mis Aston Villa au devant de la scène. Le dernier qualifié pour la Ligue des Champions, c'est le champion de la saison passée, c'est Liverpool. Vous l'avez déjà dit dans cette émission, où tu l'as dit, Serge, c'est quand même une saison décevante pour les Reds. Voilà, on attendait plus, évidemment. Toute la saison, on a parlé de cet homme-là, hein, de Mo Salah, pas souvent de manière positive. Il y a eu des déclarations, parfois incendiaires, à l'égard de Slot. C'est encore le cas la semaine dernière. Il a fait ses adieux aussi à Anfield, tout comme Robertson. Il y a aussi une page qui se tourne, hein, du côté de Liverpool. Ah, une grosse page, hein. C'est vraiment la fin de l'ère club finalement avec le départ de Salah et de Robertson. Alors Salah, ça restera un mystère puisque la saison dernière, saison du titre, il fait la meilleure, en termes de chiffres, la meilleure saison de sa carrière en Première Ligue. Cette saison, il fait peut-être la pire. Alors que s'est-il passé ? Est-ce que c'est Diogo Jota ? Est-ce que c'est des problèmes avec Slots ? Peut-être qu'un jour on va le savoir. Je pense aussi, je ne vais pas m'étaler, je pense aussi que c'est une évolution du jeu de Liverpool qui n'a pas été bénéfique à Salah. Voilà. J'ai du mal à croire que c'est... Moi je trouve, oui. Après, tu sais comment c'est. À un moment donné, il y a les choses sont faites. Je suis certain que dans un discours de Jürgen Klopp à l'époque, Diaz et Salah étaient les deux pions déterminants de son animation offensive. Et quand à un moment donné, un joueur ne se sent plus nécessairement... aussi important pour l'équipe et qui lui-même peut-être a des prestations un petit peu plus en deçà, il finit par douter, se poser des questions, prendre un peu de recul et voilà. Hommage à Mo Salah, juste un chiffre, 284 buts et assists compris, c'est le joueur le plus efficace de l'histoire de la Première Ligue, donc c'est un des plus grands joueurs de l'histoire de la Première Ligue tout simplement. Évidemment, s'il pouvait avoir un petit rhume avec l'Égypte face à la Belgique en Coupe du Monde, mais bon voilà, on le rencontrera et on verra bien. S'il peut filer son rhume à Marmouche en attendant. Effectivement. Bon, il fait chaud là-bas, attention. Effectivement. Bon, on verra. Bon, allez, on fait le point maintenant sur les qualifiés pour les autres compétitions européennes, l'Europa League et la Conference League. Et là, il y a quand même des surprises et des déçus. Hein, parce que Bournemouth et Sunderland, c'est quand même une grosse surprise. Brighton, pourquoi pas, mais enfin bon, c'est pas non plus une équipe sur laquelle on aurait misé. Et puis Brentford, Chelsea, surtout Chelsea, ça c'est une énorme surprise. On va un petit peu parler de toutes ces équipes et commencer donc en fonction du classement par Bournemouth, saison incroyable et surtout un bilan depuis le 7 janvier qui est tout simplement exceptionnel, invaincu sur les 18 derniers matchs, s'il vous plaît. C'est la plus longue série en Première Ligue cette saison, 18 matchs, incroyable. Alors, je ne veux pas promouvoir les paris sportifs, mais celui qui en début de saison a parié sur Bournemouth, sur Brighton et Sunderland en Coupe d'Europe, là il fait fortune. Là, je pense que à mon avis, ça doit être celui qui avait misé sur Leicester en 2016. C'est ça, 5000 contre 1, effectivement. Bon, on rappelle quand même qu'ils ont perdu Kerkez, ils ont perdu Ouattara, Huizen, Zabarni, Semenyo durant l'hiver, ils sont quand même 6e, alors bravo Andoli Iraola. Hein. Incroyable, je ne sais même pas s'il y a un mot pour décrire cette saison de Bournemouth, c'est un travail incroyable de la part d'Iraola. Il y a un petit miracle. Exceptionnel, mais il y a du travail, hein, je pense. Il va partir, Iraola, on ne sait pas trop où il va aller. Parler de Chelsea, forcément, ce ne sera pas le cas. J'ai entendu Milan aujourd'hui. Milan Milan, avec le départ d'Allegri. Allegri, oui.
Bon, Possibilité, hein, y a rien. Oui. De toute façon, une fois que c'est fait, c'est Jean-François qui l'annonce. C'est vrai. Même quand c'est pas fait, d'ailleurs, il l'annonce aussi. Bilbao, peut-être, on a parlé de Bilbao, un retour pour lui à Bilbao, on verra. Il serait chez lui, oui. On verra. Bon, autre équipe qualifiée pour l'Europa League, c'est Sunderland, équipe promue. Alors là aussi, c'est quand même une belle surprise. Chapeau c'est à fantastique. Oui. Chapeau à Sadiki. Et à Le Brice et à la direction, parce qu'avec le nombre de transferts, ils ont transféré un demi-noyau là, pendant l'été après la montée de Championship. Incroyable. Noah Sadiki, Shemshedin Talbi, qu'on a aussi connu chez nous. Et puis surtout, cette équipe s'est classée devant Newcastle et a gagné les 2 derbys. Ah oui. Et ça, c'est peut-être le plus important. Non ? C'est incroyable. Mais non, franchement, cette saison-là est assez exceptionnelle. J'attends la suite, évidemment, parce que c'est une équipe qui nous a habitués à faire une très belle saison, et puis derrière, il se patatera, Mais on a 2 clubs qui, à un moment, même Bournemouth, il y a une quinzaine d'années, a flirté avec le football non professionnel en Angleterre, la D5. Sunderland était en League One, en D3, il n'y a pas si longtemps, donc c'est... Comme quoi, ça va très vite, hein, les ascenseurs dans le football anglais. Il y a plein de grands clubs anglais qui sont en Championship depuis des années. On va parler d'un autre grand club qui va descendre, mais c'est assez incroyable. Ouais. Bien. Brighton maintenant, c'est la dernière équipe qui est qualifiée pour la Conference League. C'est pas mal non plus. Ouais, c'est la moins surprenante des 3 finalement. C'est la moins surprenante des 3, c'est ce que j'allais dire. Et tant mieux pour Maxime de Kuyper, qui a connu une saison un peu difficile. Ouais, mais je trouve que l'entraîneur de Brighton a marqué un petit peu les esprits cette année-ci. Il a fait du bon job, parce qu'il faut souligner aussi que c'est une équipe qui chaque année doit se priver de ses meilleurs joueurs parce qu'ils sont transférés dans d'autres clubs. Je faisais l'autre jour un commentaire de Chelsea, je me soulignais les gars qui viennent de Brighton, je commentais les gars qui viennent de Brighton, enfin il y en a partout. Donc chapeau, ce club travaille très bien. Alors, c'est un club qui fait de l'argent dans son training et c'est un club qui fait des résultats. Donc c'est la formule vraiment rêvé, idéal. Donc, il y a un grand absent, évidemment, de ces qualifications européennes, c'est Chelsea. Alors, est-ce que ce club, tout simplement, n'a-t-il pas fichu lui-même sa saison en l'air, Serge ? On va voir les statistiques de Chelsea avec Maresca et depuis son départ. C'est bien simple, ils ont avant et après, c'est le même nombre de matchs. Mais regardez la différence de points. Et la différence de bilan. C'est une saison catastrophique, hein. Je pense qu'il n'y a pas d'autre mot, à tous les niveaux, au niveau sportif, au niveau de la gestion, au niveau des choix, au niveau de... Voilà, c'est un échec avant tout de la direction, certainement. Maintenant aussi, il faut... alors, la direction, pas que. Les entraîneurs aussi, je trouve, ont été... Alors ça, c'est les choix de la direction. Mais eux-mêmes, dans leur démarche vis-à-vis de leur noyau, qu'est-ce qu'il fallait aller se disputer avec Fernandez pour des broutilles dans cette fin de saison. Enfin, c'était... Déjà, Maresca part. Après, quand on sait qu'il va peut-être aller à City, peut-être qu'il y avait déjà quelque chose qui se tramait, mais c'est lui, il est parti parce qu'il était en désaccord avec la direction, comme Tuchel l'a fait au tout début. Tu l'as vu quelque part qu'il allait à City ? Non, mais il y a quelqu'un qui me l'a dit. Ok. Saison passée, 4e quand même, Chelsea. Ils ont gagné la Conference League, ils ont gagné aussi la Coupe du Monde des clubs. Donc, c'est vraiment dommage. Un mot sur Bluco, parce qu'il faut quand même s'inquiéter pour les finances du club. Avec tout cet argent dépensé dans les transferts, ça va être la 5e année avec Bluco, donc depuis 2022, la saison prochaine. Ils n'ont fait que 2 Ligues des Champions. Donc, il y a un manque à gagner énorme. Alors, Xabi Alonso arrive, c'est bien. Mais est-ce qu'on va lui donner les moyens de construire lui-même son équipe ? Je ne suis pas sûr. Serge, tu crois un instant qu'il aurait signé là-bas s'il n'avait pas les moyens ? Alors, d'accord, peut-être qu'on lui a promis les moyens, mais il faut aller trouver les moyens, parce qu'il y a des dettes qui commencent à s'accumuler dans un club qui ne gagne pas de trophée, donc il ne va pas participer à la Ligue des Champions, donc il y aura peut-être un blocage, même au niveau des transferts, par l'UEFA à un moment. Peut-être. Ça fait 8 clubs qualifiés pour l'Europe. En Angleterre, il pourrait y en avoir un 9e si Crystal Palace gagne la finale de la Conference League. Ce sera ce mercredi contre le Rayo Vallecano. C'est une drôle de saison aussi pour Palace. Et c'est le dernier match d'Oliver Glasner aussi, qui a quand même gagné la FA Cup, qui a gagné le Community Shield et qui peut peut-être apporter un 3e trophée à son club avant de partir. Un club qui a 120 ans, qui n'avait jamais rien gagné avant. Ouais. Donc voilà, même si ça n'a pas été toujours facile, il y a eu pas mal d'embrouilles, on va dire, avec les fans de Palace. C'est vrai. Et club qui a été battu en FA Cup par un club de Division 6. Donc ces gars-là de Macclesfield vont pouvoir se dire on a battu peut-être un champion d'Europe.
Exceptionnel. Hein, Exceptionnel. Exceptionnel. Bien, on passe au classement du bas de tableau désormais, parce que là aussi, évidemment, la lutte a été absolument terrible. On en a parlé pendant des semaines. La grande nouvelle, c'est évidemment que Tottenham a sauvé sa peau. On peut voir le classement. Ah non, c'est d'abord une interview, autant pour moi. Tottenham a sauvé sa peau. Alors, un grand soulagement, évidemment, pour les Spurs. On va écouter Roberto De Zerbi, ravi, évidemment, et vous allez voir qu'il règle quand même un petit peu ses comptes aussi. Non c'è, non c'è quello che era sempre lì al Tottenham Training Ground. Non c'è, quello che era negativo sempre. Always negative. Non c'è, non c'è, non c'è. Dov'è? Yeah, but I want to hug him, man. No, to fight. No, I have no energy to fight. Football is nice because if you give your best, maybe today, maybe tomorrow, after tomorrow, but you receive back everything from football is incredible. I think we have not to change too many players. We have 10, 11, 12 player good enough to stay. Good enough is like a players, especially like a people. And then we have to complete the squad with first level of players. First level of players because we suffer too much. We are Tottenham and we can't suffer like this until the last second of the last game to stay up. Bon, apparemment, il y a un gars qui l'avait un peu énervé depuis son arrivée à Tottenham. Bon, c'est lourd de sens quand même, mais apparemment, ça va être de la grande lessive là-bas. Oui, ben, je pense qu'il y a des agents qui vont faire des bonnes affaires ce week-end, parce que sur un noyau 30 joueurs, si on en garde 11 ou 12... c'est pour ça que j'ai mis le morceau, l'interview. Ouais. Je n'aime pas l'interview, voilà. Bon, il fanfaronne quand même. J'aime pas l'interview, je dis, j'aime pas son interview. Oui. J'aime pas son interview, je trouve que... Il faudra un peu plus d'humilité. Quand on se sauve comme ça à la dernière journée, je pense qu'il faut surtout faire preuve d'humilité. Oui, et puis, bon, quelque part, qu'est-ce qu'il va nous expliquer qu'il y a que 10 ou 11 joueurs de niveau international à Tottenham? Il n'y a que ça. Il est fou, quoi, le type. Il y a que ça. Donc, non, moi, je suis désolé. C'est vrai que je parlais d'agent. J'ai toujours dit, mais non, mais excuse-moi, il y avait un noyau qui était à Tottenham, qui était un noyau extrêmement de qualité. Pourquoi ces joueurs ne sont pas arrivés plus haut sur 2 saisons? J'en sais rien. Management, peut-être qu'il y a des problèmes d'ego, peut-être qu'il manque en effet une pièce, il y a eu des blessés. Enfin bon, bref, mais il va quand même pas nous expliquer là pendant son truc, pendant son interview, qu'il avait pas de joueur, le gars, quand même. Non, bien sûr. Après, il a repris le club dans une situation absolument catastrophique. Il a maintenu le club en première ligue. Voilà, c'est le challenge. Il a relevé le challenge. Non, chapeau. Qu'est-ce que tu en penses, Julien? Tottenham sauvé. Tu penses quoi de ça, toi qui es le supporter du grand rival, c'est-à-dire Arsenal? Ouais, évidemment, s'ils avaient été relégués, j'aurais quand même rigolé. J'aurais quand même siroté 2-3. Ça a le mérite d'être clair et d'être honnête. À base de houblon. Mais je dois admettre que j'ai souvent pris mon pied dans les North London Derby, moi. Et je pense que si vous posez la question à beaucoup de fans des deux camps, ils vous répondront la même chose. Maintenant, de là à dire que j'aurais été dévasté, non. Mais ça m'aurait fait quelque chose de ne plus avoir d'Arsenal-Tottenham la saison prochaine. D'accord, ok, bien. C'est honnête. Tottenham sauvé. Et forcément, le revers de la médaille, c'est que West Ham, du côté de Londres, c'est que West Ham est relégué. Alors, incroyable la chute de West Ham quand même, parce que c'est un club aussi historique qui a gagné la Conference League. C'est en 2022, 23. Oui. Comme quoi, qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Il disait il y a 2 minutes que ça pouvait aller très vite dans le sens comme dans le... Tiens, j'ai vu une image sympa qui était passée, parce qu'on a parlé de lui avant, Declan Rice, qui est un joueur que j'ai admiré pendant toute la saison et que je trouve vraiment le joueur de la saison en Angleterre. Mais pour le coup, le gars, après le match, il écoute pour voir si c'est Tottenham ou West Ham. Et quand il se rend compte que c'est West Ham, il a quand même... j'ai vu ça aussi. Et j'ai trouvé ça tellement chouette de sa part. Que, ça méritait d'être ça rappelle signalé. Qu'un club, c'est pas 11 joueurs sous le terrain, c'est
tout un écosystème. C'est Et une West Ham est entreprise. géré de manière catastrophique depuis plusieurs saisons, comme Tottenham et comme tous ces clubs. On n'a pas parlé de Newcastle, mais c'est une autre grosse déception de ne pas les avoir dans le top 6, 7 ou 8 en Coupe d'Europe. Newcastle, c'est quand même un des clubs avec le plus de moyens. Et par contre, il y a des petits clubs bien gérés, comme Bournemouth, comme Brighton, comme Sunderland, qui réussissent. Ouais, au Brentford, qui n'a pas décroché d'Europe, mais qui a fait une très belle saison. Des joueurs comme Bowen, Soucek, Somerville, Castellanos. Ça va être la grande lessive aussi, parce qu'ils doivent vendre pour survivre. Aussi, ils ont des dettes faramineuses. Donc il va falloir se débarrasser des meilleurs joueurs et je crains pour l'avenir de West Ham. Je ne suis pas sûr qu'ils fassent l'ascenseur la saison prochaine. On verra avec quel entraîneur aussi. C'est Nuno Espirito Santo. Je pense que ce sera Scott Parker, vraiment. Scott Parker va revenir. Nuno Espirito est toujours là. C'est pas la garantie du succès. Non, je pense que ça se discute aujourd'hui ou dans les prochaines heures. Scott Parker, l'ancien de... Scott Parker qui a joué à West Ham et qui a déjà fait monter plusieurs clubs, dont Burnley. Il a fait monter Burnley et qui est parti juste avant la fin de la saison ici à Burnley. On verra. Dernière info du week-end en Angleterre. Alors, c'était samedi, Hull City a battu Middlesbrough 1-0 en finale des playoffs. Hull City retrouve donc la Première Ligue 9 ans après l'avoir quitté. Tout s'est bien passé, Serge? Il n'y a pas eu de plainte, de tricherie, Non, sauf que le propriétaire, je crois qu'il est turc, donc le milliardaire qui a racheté Hull, a dit si on perd les playoffs, on va faire tomber la FL, enfin Il voulait ne pas disputer le match, voilà, et monter tout de suite. Exactement, parce qu'il se dit c'est pas Middlesbrough qui s'est qualifié, c'est Southampton. Donc si on perd face à Borough, on va porter plainte et on va tout bloquer. Donc finalement, Hull monte, il n'y aura pas de plainte. C'est une victoire qui arrange tout le monde. Exactement, je pense que ça. D'accord, ça tombe bien. Bon, allez, on rappelle aussi qu'il y a un Belge à Hull City, Elliot Matazzo, qui a vraiment connu la poisse. Il est arrivé en janvier 2025 en provenance de Monaco et 2 graves blessures au genou gauche, grave blessure. Il revient, il joue 10 minutes, je pense, et puis genou droit, grave blessure aussi. Donc on a une petite pensée pour lui parce que c'est un bon joueur aussi. Voilà. Bon, ça c'est un petit peu. Coventry, il n'y a pas un Belge, non? Pardon? Il n'y a pas un Belge à Coventry? Je ne sais plus. Je dois vérifier. Je vais vérifier. Si. Oui, il y en a un, mais ça va. Arrière droit de Genk. Oui, c'est ça. De Nord. Casper de Nord. Merci. C'est vrai. Bon, voici Voici les promus en Première Ligue. On les connaît. Coventry entraîné par Frank Lampard, Ipswich entraîné par Ed Sheeran, c'est ça, non? Ed Sheeran, oui, absolument. Il est entraîneur, président, propriétaire, il fait tout. Chanteur, il chante à la mi-temps. Ok, voilà, vous savez tout. Et puis Hull City aussi. Et puis un dernier mot quand même sur la Première Ligue. On voulait aborder ça en réfléchissant à ce que l'on avait vécu. Les entraîneurs espagnols, c'est quand même incroyable ce qu'ils font du côté de la Première Ligue. C'est pas neuf, on a l'impression quand même qu'ils ont pris le pouvoir. Regardez, Arteta, champion, plus Ligue des Champions, enfin finale. Guardiola, les trophées, Emery, il a gagné sa 6e Europa League personnelle. Harry Villa, Iraola, première qualification européenne pour Bournemouth, Xavi Alonso qui débarque en plus. Et ce sont, excuse-moi, à part Guardiola, ce sont tous des Basques. C'est ce que j'allais dire. Basques ou Catalans, c'est même pas toute l'Espagne, c'est vraiment une petite partie d'Espagne qui fournit comme ça des managers, c'est assez incroyable. C'est incroyable, l'Espagne. Quel est leur secret? Parce que nous, on est très contents avec Compagnie. Non, mais je dis ça sans rire. Peut-être la grinta, le rapport à, je sais pas, l'individu, je sais pas. Et on peut avoir aussi 3 coupes d'Europe gagnées par des Espagnols, puisque c'est déjà fait pour Emery. Après la Ligue des Champions, ce sera forcément un Espagnol. La Conference League, ce sera peut-être le Rayo Vallecano, qui lui, il est aussi basque. Inigo Pérez, l'entraîneur du Rayo. Donc c'est quand même assez exceptionnel. Bon ben voilà, c'était juste pour vous signaler ça, qu'on avait été épaté par le travail de tous. C'est pas Bilbao qui joue qu'avec des joueurs basques. Normalement, c'est Bilbao. Il y a un truc qui se passe là, dans le pays basque. Julien, on va te laisser ici parce qu'on va plonger dans le foot allemand qui, je pense, que tu suis d'un petit peu plus loin. Un pronostic juste pour la finale de la Conference League, Crystal Palace ou le Rayo, parce que c'est ce mercredi. Solidarité londonienne? Je pense que Palace va le faire. Ouais, on peut dire ça, solidarité londonienne. En plus, j'ai beaucoup aimé l'accueil qu'ils ont fait à Eze et j'ai beaucoup aimé leur attitude envers Arsenal lors de la dernière journée. Donc ouais, Crystal Palace.
Ok, ben merci Julien. On te souhaite Merci beaucoup à vous. de profiter encore, si c'est possible, du titre d'Arsenal et continue de suivre le foot aussi sur nos antennes. Forcément qu'il n'attend qu'une chose, c'est le week-end prochain, lui. Et la finale, évidemment. Enfin, j'allais presque oublier la Je peux finale. imaginer ce qui va se passer si on gagne cette finale, mais voilà, ne mettons pas la charrue avant les bœufs, mais ouais. Ok, tu nous enverras si ça se finit bien. tu nous enverras les petites vidéos, alors, ça va? Avec grand plaisir. À bientôt, Julien. À bientôt, prenez soin de vous et encore un grand merci pour l'invitation. Avec plaisir, merci beaucoup. Allez, on passe maintenant à notre chapitre allemand. Et en Allemagne, le championnat a pris fin il y a une dizaine de jours. Il restait 2 enjeux ce week-end. Tout d'abord, la finale de la Coupe d'Allemagne, Bayern-Stuttgart, et qui a gagné le Bayern, et qui a marqué... Il y avait du suspense. Et qui a marqué, évidemment, Harry Kane, qui a réussi le triplé. On va voir une petite vidéo sympa. Parce que c'était pas 0-0 à la mi-temps. Là, on a eu un doute quand même. Ouais. Voilà Vincent Kompany qui a fêté cette... Écoutez. Voilà, je crois que c'est FC Kompany qui le signe, qui le chante lui-même d'ailleurs aussi. Voilà, il a pu fêter ce doublé, pas de triplé. On sait que ça s'est pas bien terminé en demi-finale de la Ligue des Champions. Face Je dit, Guardiola n'a pas fait mieux en 3 saisons en Bayern, n'a jamais gagné la Ligue des Champions. Hein. Non, en Bayern, rien du tout. Non. Franchement, chapeau à Kompany. Et en même temps, en 2025, octobre 2025, il re-signe un contrat jusqu'en 2029. Donc il est encore en Allemagne pour un bon moment. Donc peut-être qu'il va la remporter. Ça pourrait arriver, bien sûr. Il aura peut-être les moyens de la remporter. Il faut reconnaître quand même que sa saison, enfin lui sur un plan individuel, dans la façon dont il a grandi comme entraîneur dans un club comme le Bayern de Munich, chapeau. Évidemment, parce qu'il faut gérer un club pareil. Etc. Voilà, il sortait, et surtout, il est respecté par tout le monde, par le noyau, par les dirigeants aussi. Il sortait d'un échec, on va mettre des guillemets, à Burnley, voilà, et quand on l'a vu, certains journalistes l'ont vu débarquer en Allemagne, se sont dit, est-ce que c'est le bon choix pour le Bayern de Munich? On pouvait se poser la question. Oui, on a la réponse. Voilà. Je pense qu'il a un seul regret sur la saison, c'est le match retour face au PSG. Sinon, ça a été une saison formidable. Ou là aussi, excuse-moi. Il y a eu là aussi, on peut se poser la question de l'arbitrage. Ok, autre enjeu ces derniers jours en Allemagne, les barrages entre Wolfsburg et Paderborn. Sur les 2 manches, c'est donc Paderborn qui s'est imposé et qui monte en Bundesliga. Et ça, c'est quand même dramatique pour Wolfsburg. 0-0 à l'aller. Défaite 2-1 à Paderborn au retour. Alors il marque un but après 3 minutes. Wolfsburg, tout le monde se dit « Ah, ça c'est fantastique, 0-1 ». Et puis à la 14e, Mehl, qu'on a connu à Genk, 2 jaunes à la 14e. Ça a complètement plombé la rencontre de Wolfsburg. Ils sont allés aux prolongations, ont battu aux prolongations. C'est terrible, Wolfsburg. Wolfsburg, qui est ce club qu'on a très bien connu, notamment grâce à Kevin De Bruyne. Exactement. Voilà, et qui se retrouve aujourd'hui là où ils sont. Je tiens à signaler que Elversberg, c'est la première fois qu'ils vont découvrir la Bundesliga. Donc voilà, c'est aussi une belle histoire. Et c'est un club que je ne connais pas du tout. C'est un petit village. C'est un petit village de 13 000 habitants. 13 000. Ouais, et le stade, non, c'est 10 000 habitants, et le stade fait 13 000 places, donc tout le village est invité à chaque match. Première expérience, donc on connaît donc les descendants, les montants aussi, Schalke, Elversberg et donc Paderborn. Schalke remonte 3 ans après. Enfin. Ça chute, oui. Enfin. Paderborn, 6 ans après, et Elversberg, effectivement. Mais il y aurait des études à faire pour les... Enfin, il y a des thèses de journalistes qui font des journalistes du sport, etc. Essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'un club, je prends Schalke, mais on peut prendre 25 clubs, pourquoi est-ce qu'il se retrouve à un moment donné si bas, et qu'est-ce qui se passe pour que tout à coup, ça fonctionne de nouveau et qu'on les retrouve là de nouveau en Bundesliga l'année prochaine. Donc ça, c'est un vrai mystère. Il y a plusieurs grands clubs en Bundesliga 2, Hertha Berlin qui ne parvient pas à remonter, même Düsseldorf qui est quand même un club très populaire. Hambourg qui est resté longtemps. Hambourg. Oui, ils avaient essayé avec Marc Wilmots en disant c'est quelqu'un du cru, de la maison, etc. Ça n'avait pas pris en termes d'osmose, etc. Et puis là, cette année, en une fois, boum, ça y est. Hop. Et alors les joueurs... forcément, on en parle comme étant certains joueurs qui intègrent des grands clubs. Enfin, ce sont des cycles aussi. C'est dingue, c'est des cycles. Et j'essaie toujours de comprendre qu'est-ce qui se cache derrière ça et pourquoi tout à coup quelque chose qui n'a plus fonctionné
refonctionne. Eh bien, tu as tout l'été pour te pencher sur ta thèse. Que l'on lira attentivement et dont on parlera dans la prochaine émission, la saison prochaine. On veut des faits et des chiffres. On ne veut pas des à peu près sur l'arbitrage en faveur d'Arsenal. Ok, voilà pour cette émission. C'était la dernière de la saison. Donc, on va remercier tout le monde, évidemment, de nous avoir suivis tout au long de cette saison. Merci à toute l'équipe technique aussi pour son super boulot. Merci Jean-François, merci Serge. On reparle de tout ça juste après l'antenne. On remercie aussi Philippe Daman et Benoît Gouders qui ont aussi participé à cette émission. Donc merci à vous. Un grand merci à Philippe Daman parce que tu l'as dit, mais il faut aussi derrière tout ça dire que quand on construit toute l'émission ensemble, il passe beaucoup de temps aussi à faire un gros travail de préparation. Exact. Avec, et tous ceux qui travaillent. C'est un travail d'équipe. Voilà. Les réseaux sociaux, n'oubliez pas, on est disponible et vous pouvez toujours nous rejoindre sur Facebook, X ou Instagram. Passez un bel été, surtout une belle Coupe du Monde. À très vite et on va dire allez les diables. À bientôt. Bye bye.